la chaire ANCA, c'est une chaire de cette école AgroParisTech, qui est une école qui forme des ingénieurs aux sciences du vivant, donc agronomie, agroalimentaire, etc. Et la chaire, elle a pour mission de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable. Donc on mène en fait des projets d'éducation alimentaire auprès de différents types de populations. Et on essaye de développer des outils qui se veulent les plus innovants pour réussir à transmettre ces messages-là de manière non moralisatrice, d'avoir une vision globale de l'alimentation, etc. Quelle avait été l'idée derrière justement de la part peut-être d'AgroParisTech ou d'autres experts scientifiques de se dire on va lancer ça? L'idée de cette chaire, c'était de monter des projets justement de médiation scientifique autour des questions de nutrition. De voir justement comment est-ce qu'on peut mettre autour de la table des acteurs pluridisciplinaires, des experts, des entreprises pour véhiculer ces savoirs sur la nutrition et le comportement alimentaire. Et on va dire que la chaire aujourd'hui, elle s'adresse plus largement aux thématiques de l'alimentation durable et notamment à voir comment est-ce qu'on accompagne les consommateurs dans la transition vers une alimentation qui soit à la fois bonne pour leur santé mais aussi pour la planète. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce volet accompagnement pédagogique? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est vraiment de développer des outils pédagogiques en co-construction avec des experts scientifiques d'une part pour valider en fait le contenu de nos messages et puis on travaille aussi avec des créatifs pour travailler sur des formats voilà, qui se veulent innovants et avec les citoyens directement pour proposer des outils qui soient adaptés à leurs besoins et à leurs attentes. Donc nous, on communique beaucoup sur une définition de l'alimentation durable qui intègre 4 dimensions. Les questions d'environnement pour pouvoir proposer une alimentation qui soit respectueuse des écosystèmes, etc., qui soit à la fois saine, donc bonne pour la santé des consommateurs, qui soit culturellement acceptable et économiquement viable. Donc c'est vraiment l'idée que ce soit aussi accessible pour tous et de ne pas promouvoir une alimentation qui serait réservée qu'à une certaine tranche de la population. Il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est une transition qu'on devrait opérer dans nos comportements alimentaires pour aller vers une alimentation plus végétale. Donc quand je dis ça, c'est pas d'aller vers une alimentation végétarienne, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme trop de produits animaux dans les pays occidentaux. On a vraiment une nécessité de réduire notre consommation en protéines et notamment en protéines animales au profit des protéines végétales. Donc nous, on promeut par exemple la consommation de légumes secs, de protéines végétales qui sont parfois un peu méconnues. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on communique beaucoup parce que c'est quelque chose sur lequel voilà, encore une fois, les consommateurs ont un pouvoir d'action. Je crois que dans les chiffres, si la population française adoptait cette alimentation qu'on appelle flexitarienne, donc c'est-à-dire une alimentation où la consommation de produits animaux est vraiment réduite, on pourrait diminuer de 56% les émissions de gaz à effet de serre de la population française. Donc en fait, au sein de l'alimentation, c'est un levier très important et même au sein en fait de toutes les actions qu'on pourrait mener pour le développement durable. J'ai découvert la Charanka via Manger vers le futur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet de BD qui a vu le jour il y a 3 ans, c'est ça? En 2018, donc il y a 2018. 2 ans. Ce qu'on souhaitait, c'était justement sensibiliser les consommateurs à ces enjeux autour de l'approvisionnement des protéines. Euh, Comme je te disais, parce qu'on pense qu'une transition est nécessaire pour diminuer les protéines animales au profit de protéines végétales. Et en fait, le laboratoire dans lequel on travaille, voilà, c'est vraiment des chercheurs qui travaillent très spécifiquement sur cette question des protéines, donc qui est vraiment un sujet central. Et donc, le projet a pas mal évolué, et notamment, on a décidé d'aborder les enjeux de l'alimentation durable de manière plus globale. On a décidé d'aller sur ce format de BD numérique qu'on a diffusé sur Instagram. Donc le projet Manger vers le futur, c'est donc une BD qu'on a diffusée en 2018, qui est constituée de 30 épisodes. Donc c'était un peu une web série, on diffusait un épisode tous les jours pendant 30 jours. Et donc on suit l'histoire de 4 amis qui ont 25 ans au début de l'histoire et qui en ont 50 à la fin. Donc c'est vraiment de la prospective, on se projette dans le futur et on finit en 2050. Et donc ces 4 amis qui décident de
pas se perdre de vue en fait à la fin de leurs études et de se retrouver autour d'un repas une fois par an, comme voilà on pourrait le faire avec ses amis. Et donc on les voit beaucoup discuter d'alimentation et on voit comment la société évolue et se positionne justement face aux grands enjeux qu'on va devoir rencontrer et notamment les enjeux du changement climatique, voir comment d'un point de vue politique aussi ça se met en place et voir comment les consommateurs se positionnent par rapport à ça. Voilà, c'est rigolo parce qu'on voit vraiment les personnages changer d'avis. Ils ont aussi des personnalités et des avis assez tranchés sur l'alimentation. Et donc, évidemment, dans la BD, on a beaucoup de sujets qui portent au débat. Et donc, il y a pas mal de sujets, voilà, un petit peu qui sont un peu mouvementés entre les amis. Et donc, c'est ça qui est assez drôle à suivre. Et alors justement, est-ce que ça a été aussi mouvementé par les gens qui ont suivi? Oui, oui, il y a eu énormément de débats et honnêtement, ça faisait partie de nos objectifs, hein, de réussir à générer cette discussion en fait avec une communauté de lecteurs voilà, de réussir à les accrocher avec cette histoire, mais vraiment de générer une discussion et du débat sur le sujet. Et le choix de la plateforme Instagram était parfait pour ça parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des vrais échanges qui se mettent en place dans les commentaires. Et oui, il y a eu un peu tous les points de vue, à la fois des personnes qui peuvent se sentir très sensibilisées, mais qui ont aussi parfois beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Donc beaucoup de choses aussi à essayer de déconstruire chez ces personnes-là, des personnes qui étaient un peu plus novices et donc qui découvraient le sujet et pour qui voilà, il faut aussi amener les choses un peu en douceur et pas avoir de discours simplistes et moralisateurs. Comme je disais, le but c'est vraiment pas de montrer qu'il y a une seule manière de faire. C'est plutôt montrer le sujet, sa complexité, et puis voir comment est-ce qu'on peut aller vers quelque chose, un comportement qui soit plus durable progressivement. Comment tu penses du coup que ce que vous avez fait là en termes de travail, manger vers le futur, mais en même temps ce que vous faites au quotidien Ouais. avec la chaire au sein d'AgroParisTech, ça participe à inventer demain? Bah, je pense que la valeur ajoutée, enfin le travail en tout cas qu'on essaye de faire, c'est vraiment ce travail de vulgarisation. Euh, Encore une fois, c'est un sujet qui est assez complexe, sur lequel il n'y a pas toujours de consensus scientifique. C'est un sujet qui est quand même très émergent. Il faut savoir qu'en 2016, il n'y avait que 4 pays dans le monde qui intégraient la notion de durabilité dans leurs recommandations alimentaires. Donc, en fait, c'est un sujet qui explose dans les médias et c'est génial parce que du coup, il y a plein de choses qui bougent, mais ça reste quand même un sujet sur lequel on marche encore sur des œufs sur pas mal de sujets. Donc, nous, notre but, c'est de démocratiser ces savoirs-là, de pouvoir proposer quelque chose de, voilà, de crédible en s'appuyant sur la science et de le faire avec des moyens voilà, qui sont ludiques et en utilisant les réseaux sociaux notamment. On sait qu'il y a énormément d'idées reçues qui sont véhiculées sur le sujet de l'alimentation, notamment sur les réseaux sociaux. Comment on accompagne les consommateurs en faisant un petit peu le tri dans toutes ces informations et aussi en proposant des aides un peu plus concrètes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille plus récemment, c'est de voir comment, au-delà de la théorie, de ces enjeux qu'on commence quand même à bien assimiler, comment est-ce qu'on passe à la pratique dans son quotidien et comment est-ce qu'on intègre justement la réalité des quotidiens de chacun. Voilà, on sait que on ne peut pas demander aux gens d'aller faire ses courses dans 5 endroits différents. On ne peut pas demander aux gens de passer 2 heures de plus en cuisine tous les jours. Donc c'est réussir à concilier la réalité du quotidien des personnes et ces enjeux qui sont voilà, qui sont globaux et qui sont parfois très durs de ramener à une échelle individuelle, quoi. Est-ce que les consommateurs du coup ont déjà pu tester des choses que vous avez mis en place en plus de manger vers le futur? Voilà, est-ce que vous avez pu déjà faire des tests auprès des consommateurs sur comment mettre en pratique déjà tout ça? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'est quoi déjà le futur? Aujourd'hui, il y a tout un tas de freins. Voilà, une alimentation végétale, c'est vu comme quelque chose de plus fade, de moins rassasiant. C'est vu comme quelque chose qui coûte plus cher. Voilà, les fruits et légumes, c'est des choses qui périment plus vite. Donc ça, c'est des choses qui sont très concrètes et qui concernent tout le monde. Enfin voilà, on fait tous nos courses, on mange tous 3 fois par jour. Donc là, on revient sur quelque chose de très concret, de réussir à lever ces différents freins. Et oui, par exemple, là, on travaille avec des chefs de cuisine qui ont plein d'idées à donner, justement, notamment dans la transformation. Ok, 3 petits tips là pour justement faire pimper ta cuisine un peu plus végétale. Avoir 2, 3 produits à avoir dans ses placards et notamment de quoi assaisonner.
Ça, je pense que c'est une première chose. Après, je pense qu'il faut encore une fois avoir un peu des schémas pour faciliter les choses en fait. On n'a pas le temps quand on fait ses courses ou quand on prépare à manger de se poser 1000 questions. Donc je pense que moi le but c'est de montrer qu'il peut y avoir des types de recettes qui peuvent s'adapter avec plein de produits. Par exemple, donner une recette de galette de légumes par exemple que tu peux adapter avec n'importe quel légume de saison. Bon, bah ça existe avec plein d'autres types de plats, tu vois. Tu peux faire une omelette que tu peux venir agrémenter, pimper avec des légumes de saison et tu arrives à des résultats qui sont vraiment top. Le troisième, ce serait de ne pas vouloir tout révolutionner dans son assiette du jour au lendemain et c'est voir comment on peut repartir de ses habitudes, de ses plats préférés pour venir justement switcher un aliment, par exemple. Quels sont les coups d'après pour la chair? Ce qui est à venir pour la chair, c'est le projet qui vient à la suite de ce projet de BD qui s'appellera cette fois-ci Je mange pour le futur, où là l'idée c'est d'accompagner beaucoup plus concrètement les mangeurs pour leur proposer voilà, une aide concrète pour savoir comment est-ce qu'ils font cette transition dans leurs assiettes. L'idée du livre, c'est d'explorer les autres voies possibles. Vous en explorez plein, du coup, qui sont au niveau de l'alimentation durable. Quelles sont, selon toi, plus que pour la chair en cas, mais selon toi, voilà, quelles sont tes autres voies possibles, toi, que tu penses pour ce qu'on appelle maintenant un peu de manière dévoyée le monde d'après, le monde qui est déjà là, finalement? C'est quoi? Je pense que nous, il y a un peu quelque chose en filigrane qui résume bien notre vision de l'alimentation, c'est voir comment est-ce qu'on redonne une valeur en fait à notre alimentation. Je pense qu'avec la mondialisation, l'industrialisation, on a vraiment banalisé notre consommation. Et donc, on se retrouve, par exemple, à manger de la viande de manière complètement banalisée, quoi. On oublie complètement qu'il y a un animal derrière. On a un peu perdu cette notion de l'origine de nos aliments, de la manière dont ils ont été produits, etc. Donc, ils s'interrogent voilà, sur les modes de production, sur le temps aussi qu'il faut, par exemple. Voilà, quand on commence à jardiner, on se rend compte du temps qu'il faut pour faire pousser une tomate. Et en fait, ce temps-là, il n'est pas compressible. Donc, à un moment, quand on va contre ça, contre la nature, et ben, on se retrouve avec des aliments qui n'ont pas de goût, des aliments qui sont cultivés sous serre et qui sont néfastes pour l'environnement. Donc, ouais, je pense que ça, c'est un peu quelque chose, c'est un peu une philosophie, une manière de penser, mais qui est très importante. Et encore une fois, je pense qu'il y a un cercle vertueux qui s'installe une fois qu'on est dans cette démarche-là. Je pense qu'on gaspille moins les aliments aussi quand on accorde plus de valeur à ces aliments. Donc, je sais pas, un exemple très, très simple, mais je pense qu'un aliment qui a été cuisiné par quelqu'un qu'on connaît, on va être moins enclin à le jeter à la poubelle s'il en reste que quelque chose qu'on a acheté emballé au supermarché. Et je pense que ça, c'est pas anodin. Donc, c'est voir comment est-ce qu'on peut trouver des mécanismes pour se réintéresser aussi à tout ça. Comment tu résumerais pas tout ce qu'on vient de dire, loin de là, mais votre travail. Voilà, globalement, le travail de la chair en cas, ce que fait la chair en cas en une phrase, comment tu résumerais? Transmettre une meilleure manière de s'alimenter, donc c'est à la fois respecter sa santé, mais aussi la santé de la planète, et le faire d'une manière qui soit innovante et ludique. Génial. Merci beaucoup. De rien.